Bienvenue au MAG de ce dimanche 14 janvier 2024. Voici les sujets qui seront développés. Le long suspense élevé, les députés nationaux sont connus. Parmi eux, le nom qui circulait depuis et des nouvelles. Est-ce la réelle expression de la population? Seule la CENI étant habilitée à proclamer, ne serait-ce que provisoirement, les résultats à la Cour constitutionnelle, de les affirmer ou pas à travers les contentieux, ce qui n'empêche pas l'opinion de s'interroger sur les listes publiées. A-t-on placé les gens au regard de la grosse tricherie? Question ouverte. De 2006 à 2023, 4 cycles électoraux et des contentieux qui se ressemblent pour la plupart. Nullement la composition du bureau de l'organe censé organiser les élections n'a fait l'unanimité que de vues parallèles entre la majorité et l'opposition contre une société civile de moins en moins neutre, que des dispositions de la loi non respectées qui énervent. Et si la CENI était elle-même le problème? Le fleuve Congo est sorti de son lit, causant d'énormes dégâts dans la capitale Kinshasa et en province. Les quartiers longeant la berge de ce boulevard naturel sont plongés dans le désarroi. Maisons, écoles, hôpitaux et routes sont submergés dans les eaux troubles du fleuve Congo et ses affluents. Quelle réponse pour sauver les vies, les ménages et prévenir l'habitat? Des questions auxquelles vont devoir répondre le docteur Silas Mimile Makangu, doctorant en politique internationale et consultant en leadership, qui est l'invité de ce MAG. Bienvenue à vous. Merci madame, merci. Et bonne année. Bonne année à vous pareillement. Alors, c'était la fête ou pas pour vous, la publication notamment des résultats des législatives? Merci beaucoup madame. Permettez que je présente mes vœux le meilleur à tous vos téléspectateurs. Une année de paix, une année de grâce et une année de prospérité. Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne santé et la prospérité. C'est vrai, hier, tous étaient suspendus devant leurs postes téléviseurs, certains dans leur téléphone, pour entendre la publication de scrutin du 20 décembre 2023. Eh bien, écoutez, il faut dire que pendant que certains sont en train de jubiler, de rendre grâce à Dieu pour la victoire de leur, d'autres, naturellement, sont en train de faire le deuil. Parce que, en toute sportivité, il faudrait reconnaître que dans des confrontations comme celle-là, il est reconnu que seules 500 personnes devaient remporter sur les 33 000 ce qui avaient postulé. Donc, nous profitons pour présenter nos félicitations aux heureux élus. Et nous encourageons ceux qui ont perdu pour dire que tous n'ont pas démérité. La politique n'est pas un événement, la politique est un parcours. Okay? Lorsque vous regardez l'histoire politique de notre pays et même d'autres pays, vous allez vous rendre compte qu'il y a certains grands noms qui, avant de parvenir au summum de leur vocation politique, ont y essuyé plusieurs échecs. Et en politique, l'échec n'est pas fatal, l'échec n'a jamais été un drame, c'est plutôt une école. On essaye de revoir qu'est-ce que vous n'avez pas fait, que vous aurez pu faire pour vous aider à avoir les résultats escomptés. Pour ceux qui estiment qu'ils étaient élus, mais qui n'ont pas été proclamés, il existe des voies légales. Vous avez le droit, c'est ce droit qui vous est reconnu même par la Constitution, de pouvoir rester en justice pour réclamer votre droit parce que vous croyez avoir été élu. Ils savent aussi déjà à peu près à quoi s'attendre. C'est quoi les... Bon, je ne vais pas jeter un discrédit sur les organes habilités à statuer là-dessus, mais j'estime que la justice devait être rendue au nom de tous et pour le bien de tous. Si quelqu'un estime qu'il a été élu et qu'il a le preuve, je pense que la justice, pour une fois, devait faire preuve de cette maturité que nous sommes en train d'avoir en tant qu'État. Parce qu'il faudrait dire que la justice élève une nation. Et c'est en des moments comme celui-ci que l'on fait les tests de la maturité d'une société. Il ne faudrait pas avoir une société construite sur la corruption, fondée sur le détournement, fondée sur l'injustice, parce que les frustrés d'aujourd'hui peuvent devenir demain ceux-là qui vont davantage jeter un discrédit par leur discours sur les institutions. C'est une question de viabilité de notre société. Donner aux institutions des animateurs qui les méritent. Moi, j'aimerais et je souhaite que ceux qui ont été élus aient été réellement élus. Ceux qui n'ont pas été élus, ils ne déméritent pas. Il y a encore d'autres moyens par lesquels on peut servir la nation.
Prenons notre premier dossier. Voilà. L'attente a été longue. Finalement, ils se connaissent, les députés nationaux élus jusqu'ici. Et dans 2 semaines, ce sera la session inaugurale. Voici le premier dossier. Félix Tshisekedi prête serment le 20 janvier au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ce vainqueur de l'élection présidentielle de décembre 2023 a été confirmé président élu avec 73,35% par la Cour constitutionnelle, 9 jours après la publication provisoire par la CENI qui indiquait 73,47%. Cette décision attendue de tous les Congolais a aussi été la source de plusieurs réactions. Le message, c'est de remercier d'abord ces millions et ces millions, tous les Congolais qui ont voté pour Antoine Tshisekedi, et même ceux qui n'ont pas voté pour lui. Félix Antoine Tshisekedi, c'est le chef de l'État de tous les Congolais. Il est bel et bien président de la République, il se donne au travail, et nous lui souhaitons bon vent. Pour certains compétiteurs à cette course électorale, l'acceptation des résultats s'est faite à demi-mot, le cas du prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui dit avoir fait sa part, tout en laissant la population devant ses responsabilités. Pour d'autres, la victoire du président Tshisekedi consécutive aux élections qualifiées de simulacre, dont la fraude était bien planifiée et exécutée par la Commission électorale nationale indépendante. Par contre, d'autres candidats présidents ont choisi le jeu de la démocratie pour féliciter le vainqueur, Félix Tshisekedi, pour son second mandat. Nous avons le droit d'être dirigé par un président régulièrement élu. Pour le moment, c'est un président irrégulièrement élu. Ces irrégularités ne sont pas des natures à remettre en cause la réélection du président Tshisekedi. Parce qu'elles sont mineures, elles sont marginales. La confirmation des résultats définitifs de la présidentielle était précédée de quelques minutes plus tôt de 2 autres arrêts rendus, dont l'un jugé recevable mais non fondé, portant sur l'annulation des scrutins combinés du 20, requête introduite par le candidat malheureux numéro 17 à la course présidentielle Théodore Ngoyi, et le second sur le rejet de la requête introduite par un Congolais lambda pour défaut de qualité. La saisine de la Cour, chose que Théodore Ngoyi a fait, il faut la situer. Est-ce qu'entre la raison et l'émotion, parce que quelqu'un peut se réveiller un bon matin et dire que j'ai battu Félix Tshisekedi, ça c'est l'émotion. La raison oblige à quiconque de ces 26 candidats de s'incliner et féliciter Félix Tshisekedi, c'est ça la raison. Le travail technique de consolidation des résultats a été fait et a abouti aux résultats provisoires qui ont été proclamés par la CENI. Et à partir du moment où nous avons accédé à la requête et découvert qu'en réalité il n'y avait rien derrière comme soubassement, il nous semblait assez évident que les résultats proclamés par la CENI seraient confirmés par la Cour constitutionnelle. Quant aux législatives, la publication provisoire de résultats en fin ce week-end était précédée par l'invalidation par 82 candidats pour fraude, acte de vandalisme, des discours d'incitation à la haine. Une première pour la centrale électorale depuis qu'elle organise les élections en République démocratique du Congo. Sont annulés la totalité des suffrages obtenus par les candidats aux élections législatives, provinciales et communales dont les noms sont repris à l'annexe 1 de la présente. Ce coup d'épée n'a du tout pas été salué par plusieurs. Les accusations mutuelles s'en étaient suivies sur différentes plateformes digitales. Les vidéos partagées ont aussi bien démontré la colère de partisans. Ils n'avaient qu'un seul choix, envahir les rues et battre le pavé en signe de contestation de l'invalidation de leur leader. Une contestation qui a conduit les concernés devant le Conseil d'État afin de faire valoir leurs droits. Selon eux, la Commission électorale nationale indépendante, organe d'appui à la démocratie, n'a pas le droit de prendre cette décision. 48 heures après, ce que certains experts avaient démontré est arrivé, le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette affaire. Les invalidés recourront-ils à leurs cours respectives?
Pour le contentieux, pourtant même les juristes ne semblent pas parler le même langage. Les avocats des invalidés estiment qu'il revient à la CENI d'auditionner le 82 candidats, ce qui n'a pas été fait avant leur invalidation. Les plus avertis évoquent l'inclusivité, le recours au cours, selon le niveau et conformément à la loi électorale. Dans l'opinion s'interroge tant sur le sort de 82 candidats avec la publication des résultats, avant le traitement de leur contentieux, jusqu'où va leur présomption d'innocence. Quant à l'éthique, quelle sort leur réserve? Personne de 82 candidats s'est rétracté, sinon certains ont subi la distanciation de leur père. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, déchu par l'Assemblée provinciale, n'a pas déposé sa démission. Par contre, son adjoint assume déjà l'intérim officiel. Les 3 ministres en fonction n'ont pas eu accès au dernier conseil des ministres. Et sur la toile, le fan se tire en balles réelles. L'opinion qui attendait la suite des sanctions craint que seule la Cour s'en occupe lors des contentieux, car depuis la centrale électorale a davantage réduit ses canaux de communication. Que de rendez-vous manqués et la perte de la patience face au silence de la Commission électorale nationale indépendante. Les électeurs à qui on promis la vérité des urnes sont fixés. De même, les candidats députés nationaux, place aux contentieux électoraux. C'était quoi votre réaction à chaud lorsque les noms des élus étaient cités? Je crois que n'étant pas candidat, donc en tant qu'observateur, j'ai dit ok, c'est juste ce matin que je suis d'ailleurs. Hier soir, j'ai patienté et comme c'était arrivé un peu tardivement, je suis allé me coucher. Donc, quand même un peu dubitatif pour voir que certains candidats que je croyais pouvoir gagner, mais qui malheureusement ont été rattrapés par cette règle du fameux seuil qui a empêché à beaucoup d'élus qui pourtant étant forts dans leur circonscription, mais qui ont été recalés suite à cette loi du seuil. Donc, je réitère ce que nous disions tantôt. Félicitations à ceux qui ont réussi, courage à ceux qui ont perdu. Et il faudrait juste savoir qu'il faudrait accepter cela en toute sportivité. La vie continue, voilà. Est-ce qu'on a rééquilibré les forces en politique parce que déjà, il y avait des messages, bien que des faits qui circulaient, mais qui aujourd'hui semblent quand même se confirmer au regard des résultats. L'UDPS, Tshisekedi, passe premier, l'AFDC suit and so on. Bon, madame, vous savez, les périodes électorales dans un pays qui se respecte sont des périodes très cruciales qu'il faudrait prendre avec 2 pincettes, avec beaucoup d'attention, parce que quand les élections sont mal organisées, cela peut déboucher à des troubles. Et ces troubles, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on pourra y mettre fin. Mais ce qui est vrai, il faudrait aussi dire qu'il n'existait pas des élections parfaites. Okay? Toutes les élections du monde ont toujours été entachées de quelques irrégularités. Mais il faudrait savoir si ces irrégularités sont d'ordre mineur ou majeur. Ici, les élections permettent au peuple de pouvoir se choisir des dirigeants. C'est le seul moment où l'on reconnaît au peuple souverain primaire le droit de se choisir ceux-là qui vont les diriger. Reconnaître est une chose, mais maintenant le peuple voudrait que lorsqu'on publie qu'il se retrouve... Ça, c'est les principes. Mais il faudrait aussi dire que ce n'est pas les candidats de tout le monde qui sera forcément élu. Non. On a 500 sièges et on a eu plus de 33 000 candidats, si je ne m'abuse. Et le fait que quelqu'un ait été aussi présent dans sa base pour pouvoir battre campagne ne garantit pas forcément son élection. On peut avoir un électorat, on peut avoir un très bon discours, on peut avoir mené une très belle campagne personnellement. Tout comme on peut n'avoir rien fait, pas battu campagne, mais on est voté massivement. Ben écoutez, on peut ne pas, on peut ne pas avoir battu campagne comme les autres, mais que l'on soit voté massivement. Par exemple, il y a de ceux candidats qui sont élus. Vous parlez de ne pas avoir battu campagne comme les autres, moi je parle de ne pas avoir battu campagne, tout court. Mais ici, on a peut-être quelques voix qui sont moindres par rapport aux voix obtenues par certains adversaires politiques, mais grâce au seuil, vous avez été rattrapé par la magie de cette loi qui fait assez que le parti qui a un seuil facilite la tâche à ses autres candidats de pouvoir être proclamés élus. Alors, il y a une certaine opinion qui pense que la CENI était carrément de la difficulté face à la grosse fraude
Et c'est vrai. Elle aurait nommé simplement. Bon, je n'irai pas dire que la CENI a procédé à des nominations. Je ne suis pas politicien, donc je vais essayer de garder ma distance avec le langage politicien. Mais en tant qu'observateur, je pourrais dire deux, trois choses. Premièrement, comme nous l'avions dit, qu'il n'y a pas des élections parfaites. C'est d'ailleurs comme ça qu'en sciences politiques, on dit qu'il n'y a pas de démocratie sans élection, mais aussi toutes les élections ne sont pas démocratiques. Alors une société doit... Mais l'autre devait être démocratique, transparente et tout. Hein. C'est l'idéal, avoir des élections apaisées, démocratiques, transparentes. Donner à la nation des dirigeants choisis par la population. Ça, c'est un fait. De deux, il faudrait aussi, comme je le disais tantôt, savoir que toutes les élections du monde, il n'y a aucune élection qui soit parfaite. Mais il faudrait aussi reconnaître en toute objectivité et en toute honnêteté intellectuelle que lorsque nous comparons les élections de 2006, de 2011, de 2018, il faudrait quand même reconnaître que celles de 2023 laissent quand même à désirer. Personnellement, je n'ai jamais été candidat, mais c'était très compliqué, très compliqué. Tout ça parce que on a pris un peu à la légère. Hein, on a pris un peu à la légère cette démarche démocratique que nous nous sommes assignés en tant qu'État, en tant que société, en négligeant certains aspects. Quels sont ces aspects? Avoir en place une CENI crédible, une CENI à qui tout le monde fait confiance. Okay? Et pour avoir négligé ces choses-là, il est tout à fait normal que certains accusent la CENI d'avoir nommé, ils le font pour des intérêts politiciens, d'autres le font juste pour le plaisir de nuire à la CENI, mais néanmoins, on aurait pu éviter ces accusations gratuites. Mais pour une première fois, la CENI a invalidé, évidemment que la liste n'aura pas été exhaustive parce que la suite n'a pas... Bon, si l'on doit invalider, madame, objectivement parlant, il faudrait invalider tous ceux qui ont été trompés. On ne peut pas invalider une partie parce que les images ont quand même circulé. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa. Vous savez, nous passons une très bonne partie de notre temps à surfer dans les réseaux sociaux. Nous avons vu de quoi, nous avons vu certains individus qu'on accuse, qu'on accuse d'avoir recouru à des bourrages d'urnes, à des forcing, ainsi de suite. Le fait que la CENI est invalidée, ça c'est un pas. Mais il faudrait que l'action de la CENI soit totale. Une autre question que certains experts se posent, est-ce que c'est à la CENI de procéder à ces invalidations ou bien c'est à d'autres instances judiciaires? Donc voilà pourquoi vous constaterez que certains de ceux qui ont été cités comme étant invalidés n'ont eu qu'à procéder à des actions judiciaires pour retrouver leurs droits. Nous allons prendre le deuxième dossier. Que des soucis depuis les 4 cycles électoraux en République démocratique du Congo. Cette fois, la Commission électorale nationale indépendante a ouvert la boîte à Pandore, nous l'avons dit tout à l'heure, avec l'invalidation de certains candidats. Mais jusqu'où on sait la suite. Voici le deuxième dossier. Mardi 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle joue une partition dans le processus électoral pour son 4e cycle. Sans surprise, les 2 requêtes introduites en annulation de ces élections sont déclarées non fondées et Félix Tshisekedi confirmé vainqueur de la présidentielle du 20 décembre 2023 dernier. Proclame élu à la majorité des suffrages exprimés, président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. L'opposition affirme ne pas reconnaître ces résultats et avait exigé, avant même la publication des résultats, l'annulation pure et simple de ces élections pour fraude. Donc pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc il faut refaire ces élections. Un processus électoral critiqué depuis le début, le camp de l'ancien président de la République avait décidé tout simplement de le boycotter, estimant que la composition du bureau de la centrale électorale était inféodée par le régime en place. Nous devons nous prendre à charge pour faire partir un régime qui veut diriger par défi à violation de la Constitution, à violation des lois de la République. Comme il fallait s'y attendre, l'opposition dans toutes ses tendances refuse d'accepter l'issue des urnes. Nous vivons une énième usurpation de notre souveraineté. De partout, j'entends monter des cris d'indignation, des cris de contestation, des cris de colère, des cris d'exaspération.
au mépris de l'expression populaire, un régime issu de la fraude, de la tricherie et du fait accompli veut s'imposer à nous. Un tableau presque identique, observé après chaque cycle électoral en République démocratique du Congo. Proclame élu à la majorité absolue, président de la République démocratique du Congo, M. Kabila Kabange Joseph. En 2007, une guerre avait éclaté en plein centre-ville entre les militaires commis à la garde d'un ancien vice-président de la République, candidat malheureux à la présidentielle, et l'armée loyaliste, derrière le chef de l'État élu de l'époque. Je suis au regret de dire à notre peuple et à la communauté internationale que je ne peux pas accepter ces résultats qui sont loin de refléter la vérité des urnes. Je prends l'engagement d'user de toutes les voies légales pour faire respecter la volonté de notre peuple. La commission électorale nationale indépendante conduite par le pasteur Daniel Ngoï Mulunda n'avait pas échappé à des contestations. Juste après la proclamation des résultats, Kabila Kabange Joseph, 8 880 944, soit 48,95%. L'opposant Etienne Tshisekedi, qui revendiquait la victoire, a pris la décision de prêter serment chez lui, ordonné également à tous les élus sur la liste et celle de ses alliés de boycotter de siéger à la chambre basse du Parlement. Ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ces programmes. Le troisième cycle électoral conduit par Corneille Nangaa n'était pas accepté par l'opposition, malgré la proclamation d'un des leurs. Proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Martin Fayulu, qui revendiquait la victoire, réclame jusqu'alors la vérité des urnes. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. 4 cycles électoraux dont les issues sont toujours émaillées des contestations, ce qui démontre une crise de transparence, clé de la confiance. Je respecte, mais je n'approuve pas du tout, parce que nous avons un président irrégulièrement élu. Nous avons des députés et des sénateurs, bientôt, irrégulièrement élus. La composition du bureau de la centrale électorale aurait une incidence majeure sur la trajectoire parsemée d'embûches du processus électoral en RDC. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons la plupart des collègues, ils ont fait la mission d'observation, ils ont observé les élections de 2006, 2011, 2018, et ils disent expert électoral. Non, vous n'êtes pas expert électoral. Parce que la mission d'observation, ça fait partie de 25 cours qu'on donne en matière de gestion du cycle électoral. Donc vous n'avez fait un seul cours, même théorique ou pratique, vous vous autoproclamez expert. Non, vous n'êtes pas expert. Mais pour être élevé au niveau des experts, il faut interroger la science électorale, il faut passer par le master et avoir aussi l'expertise et l'expérience. Quand on donne une avis technique de faisabilité, de planification, opération des élections, la classe politique boude. Parce que la classe politique, son intérêt, c'est quoi? La classe politique analyse les élections avec... Or, en matière des élections, il faut avoir les lunettes électorales à double foyer. Foyer politique et foyer technique. Et la classe politique porte les lunettes électorales à foyer politique sans foyer technique. C'est là où on va vous dire, les élections, même demain, on va le faire. Mais est-ce que vous avez planché sur les aspects techniques, les aléas techniques? Notre pays, il y a de quoi, on a difficile à s'en sortir. Et c'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, nous avons des références. Nous avons des références en matière des élections. Nous voulons avoir un candidat qui doit convaincre, qui doit avoir les atouts. Les atouts. Parce que vous allez me demander quoi? Qu'est-ce que Jérôme Bonso va faire plus que les autres, différents des autres? Les élections 2006, les résultats étaient publiés dans les chartes de combat. 2011, les résultats étaient qualifiés chaotiques, ça poussait Ngoïmounda à démissionner. 2018, ça qui est encore un résultat mitigé. Les gens ne croient plus ni aux élections, ni à la CENI, ni aux animateurs de la CENI. Possible d'avoir une commission électorale nationale indépendante apolitique? Quel serait le bon modèle de la composition du bureau de la centrale électorale? Ou doit-on carrément revenir à l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur? La proposition de la loi électorale initiée par le G13 lors de la législature finissante et qui avait abouti au texte qui a réglementé ce cycle n'a pas trouvé de réponse à l'inféodation de cette institution d'appui à la démocratie.
Est-ce que la CENI elle-même, en tant que centrale électorale, serait un problème pour les élections au Congo? Madame, écoutez, vous avez suivi avec moi ces reportages intelligemment conçus d'ailleurs pour comprendre que le problème que nous avons toujours rencontré dans différents cycles électoraux est essentiellement dû à la composition du bureau de la CENI, que ce soit à la CI à l'époque de Malou Malou jusqu'à la CENI de Denis Kadima. Vous comprendrez que le premier conflit est engendré d'abord dans la composition. Il y a une bonne frange des acteurs politiques qui estiment qu'il y a injustice dans la composition. Et je pense que pour pouvoir résoudre le problème de la crédibilité des élections, il faudrait en amont commencer d'abord à traiter sur la composition équitable et juste de ceux qui vont animer ces bureaux. Ça sera des réformes qu'on devrait accepter. Ça sera des réformes qu'on devrait accepter parce que en 2018, nous avons frôlé une déchirure sociale et même sécuritaire. Et 2023, Dieu merci, jusque tout s'est passé bien. Il faudrait par anticipation pour les prochains bureaux qui aura l'obligation, la compétence d'organiser les élections, que les acteurs politiques, les députés qui vont être élus et installés demain, tiennent en compte cet aspect des choses. Je répète que c'est bien beau d'organiser les élections. Ne tombons pas dans ce qu'on appelle en sciences politiques l'électrocratie, c'est-à-dire une gouvernance par l'organisation des élections. On croit avancer en organisant les élections et pourtant on a autant de cycles et pourtant chaque cycle n'a fait que nous séparer et nous diviser. Et il y a de moins en moins le taux de participation. Il y a de moins en moins le taux de participation, qui baisse, mais aussi ceux qui sont élus jouissent d'une certaine qualification sociale parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens, ce qui du coup disqualifie une bonne frange de la population composée de Congolais patriotes, qui ont de très bonnes idées, qui sont assez intelligents, qui ont de l'amour pour le pays, mais qui ne peuvent plus compétir parce que les élections, les législatives sont devenues une affaire des hommes riches, des hommes nantis. Ça se fait à dessein par la loi électorale, les législateurs le conçoivent comme ça. C'est vrai qu'on ne devait pas laisser n'importe qui concourir pour devenir député national ou député provincial, mais il ne faudrait pas aussi que les standards, la barre soit trop haut placée. Pourquoi? Parce que les meilleurs d'entre nous ne sont pas forcément les plus riches. Il y a des ceux universitaires qui, par leurs innovations, qui, par leurs idées, peuvent, madame, essentiellement aider ces pays à se remettre sur les rails en proposant des projets de loi, ainsi de suite. Mais il ne faudrait pas que l'élection devienne une affaire de l'élite, simplement, ou encore une affaire gardée jalousement par des aristocrates. Parce que il faudrait que ceux de la classe... Les indépendants n'ont pas la possibilité de gagner les élections. C'est ainsi que madame, moi je suggère, je suggère à ce que l'on revienne sur cette disposition de ce fameux seuil. Parce qu'il y a de vaillants Congolais, il y a des hommes qui ont été valablement élus par leurs électeurs, mais qui ont été recalés, rattrapés par ce fameux seuil qui leur a empêché d'être élus simplement parce que le parti ou les regroupements politiques n'a pas réussi à atteindre le seuil. C'est-à-dire, le plus faible d'entre vous vous empêche d'être élu et pourtant vous êtes porteur de très bonnes idées. Ça, c'est de un. Revenons à ce que nous étions en train de dire sur la crédibilité des élections, de ces différents cycles. Il faudrait en amont que l'on statue sur la composition. Il faudrait déjà, dès le départ, qu'on ait un consensus. Le pays a failli se déchirer en 2006 avec Malou Malou. Vous avez vu comment il a été contesté par les prélats catholiques, les évêques qui l'ont contesté. En 2011, vous avez vu avec le pasteur Ngoï Mulunda. Il a été contesté. Donc, dès lors que le bureau est contesté en amont, il ne faudrait pas attendre à ce que le perdant accepte sportivement. Mais apparemment, ce sont les mêmes qui contestent, c'est ce que les autres camps disent. Oui, ce sont les mêmes qui contestent, mais il faudrait maintenant leur arracher ces prétextes-là. OK? Parce que sous d'autres cieux, les opposants, ils acceptent sportivement leur défaite. On devrait arriver à ce niveau-là. On devrait prendre de la hauteur. Et on devrait quitter les débats de contestation fantaisistes pour contester réellement lorsqu'il y a à contester.
Voyez-vous, je disais tantôt qu'il n'existait pas des élections parfaites. Mais il y a possibilité, madame, d'éviter certaines erreurs. Il y a possibilité d'éviter certains gangstérismes quant à l'organisation de ces élections. Assurer les uns et les autres sur l'objectivité, sur la justice, sur le fait que ces élections seront une affaire de tout le monde. Que les perdants acceptent leur défaite et que les gagnants jubilent sans arrogance. Est-ce qu'on pourra arriver à ce que le bureau de la CENI, notamment, soit composé des bénévoles, parce que ça nous coûte cher? Le problème n'est pas les questions du bénévolat. Je pense que ces élections pourraient nous aider à diagnostiquer la maladie de notre société. Nous sommes dans un pays de sans-foutistes. Nous sommes dans un pays qui accepte de négliger. Comme le problème est passé, on peut passer à autre chose. Et pourtant, il y a de ces problèmes que l'on croit passer qui continuent à nous poursuivre. Ces élections nous montrent combien les Congolais ne font pas confiance aux Congolais. Ces élections nous montrent combien de plus en plus les électeurs, la base, perd confiance auprès des institutions et de ses animateurs. Or, c'est au moyen des élections que l'on pourra renouer, réconcilier ou encore réduire cette distance entre les dirigeants et les dirigés. Et madame, c'est cela une des clés fondamentales pour un leadership fort dans une société qui se respecte. Que l'on prenne des bénévolents. On a pris des pasteurs, on a pris des hommes d'église, mais vous avez vu qu'on n'a pas résolu la crise. La crise, c'est une crise de confiance. Comment rétablir cette crise de confiance, madame? Dès lors qu'il n'y a pas cette confiance entre les dirigés et les dirigeants, entre les organisateurs et les compétiteurs, madame, il est difficile de pouvoir développer une nation. Il faudrait que l'on parvienne à faire comme d'autres citoyens du monde, dans certains pays, pas seulement en Europe, même en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Libéria. Voyez-vous, le président qui a organisé, il a perdu et en toute sportivité, avant même que l'organe organisateur de ces élections ne proclame, en toute sportivité, il a présenté ses félicitations aux gagnants. Voyez-vous, il ne faudrait pas que qu'on néglige en amont, j'insiste en amont. On ne peut pas résoudre des questions de la crédibilité, des résultats si en amont on n'a pas réussi à organiser, à bâtir, à mettre en place une équipe consensuelle où tout le monde se sent impliqué. Si nous le faisons, madame, nous grandirons et nous allons prendre de la hauteur. Je vais reprendre le troisième dossier. Merci. Kinshasa et des provinces vivent désormais les pieds dans l'eau. La question est, quelle réponse pour sauver l'habitat en République démocratique du Congo? C'est le troisième dossier. C'est un bilan salé de la crue du fleuve Congo qui a frôlé les 7 mètres par endroits et de glissements de terrain, bilan présenté par les autorités, avec des dégâts humains et matériels importants repartis sur toute l'étendue du territoire national. On parle de plusieurs victimes, 44 000 maisons endommagées, 1325 écoles inaccessibles, 200 centres de santé et 41 marchés publics endommagés. Je suis en vagabondage. J'ai quitté le centre avec tous mes collaborateurs, tous mes corps médicaux, tout j'ai quitté. Et perdu presque même les matériels identiques pour le soin. 85 routes transformées en lacs artificiels et 304 521 ménages affectés. Chopo, Mongala, Équateur, Sud et Nord Ubangi, Kwilu, Maïndombe, Congo central, Lomami, Kasai, Kasai central, Sud Kivu, Chuapa et Kinshasa, la capitale. Toutes ces provinces ont été affectées par les drames liés aux fortes inondations dont le gouvernement congolais voudrait limiter les dégâts. Malheureusement, le mal est déjà consommé. Quels sont les risques que courent les populations qui habitent des zones sinistrées? Quelle réponse pour soulager les souffrances des ménages touchés? Comment mettre fin à ce drame, comme les causes et les risques sont déjà connus? Des questions et encore d'autres qui continuent à alimenter les débats sur les responsabilités des uns et des autres dans la prévention et la gestion des dommages comme c'est le cas aujourd'hui. Dans le cas où nous avons une cité telle que celle-ci qui est déjà construite et que nous tombons dans des crues, soit répétitives ou bien des crues du fleuve qui commencent à les inonder, ce qu'il faudrait faire en termes d'urgence, c'est de construire une digue
bien localiser, il faut des études. Il faut faire des études pour cela. Surélever la route, surélever la canalisation, quitte à avoir des maisons en dessous du niveau de la route, ça peut encore se gérer, la maison est déjà construite, mais voilà ce qu'il faudrait faire. C'est depuis plusieurs semaines que les quartiers riverains du fleuve Congo sont inondés dans la ville de Kinshasa et en province, causant au passage des dégâts humains et matériels. Comme ici, dans les communes de Mongafula et Ngaliema, les enfants sont portés sur les épaules des parents pour traverser les eaux refoulées par le fleuve au quartier Kinsuka. C'est devenu une corvée quotidienne, à l'aller comme au retour, même pour se rendre à l'école. Beaucoup ont abandonné leurs propriétés noyées dans les eaux pour devenir locataires, pour ceux qui en ont des moyens, et d'autres sont carrément sans abri ou réfugiés chez des lointains voisins. Nous avons pu louer cette maison qui est juste au-dessus de nous, propriétaire à 0 mètre, c'est-à-dire nous étions voisins avec l'autre. Mais lui, tel qu'il l'a construit, c'était un peu à la hauteur par rapport à nous. Cette marée fluviale recouvre plusieurs maisons basses avec des biens meubles qui n'ont pas été sauvés. Seuls les ménages en étage gardent encore quelques occupants. Ceux derniers sont contraints de prendre ces pirogues de fortune pour atteindre les sauts de moutons de pompage pour leurs courses. Les pirogues se sont invitées même au centre des affaires de Kinshasa, entre les communes de Lagombe et de Barumbu. D'ailleurs, une bonne partie de la concession de la Bralima a les pieds dans l'eau. Un fait inimaginable pour certains, mais une routine pour ceux qui voyagent dans le Congo profond par voie fluviale. Le quartier Kingabwa et la somptueuse cité du fleuve n'ont pas échappé au drame. Les habitants de la cité des rêves de beaucoup de Kinois vivent leur cauchemar de boue. Dans un environnement où la nature a pris sa revanche sur l'ingéniosité humaine. Les spécialistes avaient prévenu, mais comme il fallait s'y attendre, personne n'avait imaginé l'imminence d'un tel spectacle. Ils préconisent notamment l'expropriation des habitants de toute la baie du fleuve Congo et ses affluents depuis l'est de la République jusqu'au Congo central, en passant par le Grand Kasaï, le Grand Équateur, la Grande Orientale, le Bandundu et Kinshasa. Dans la capitale notamment, ils recommandent des quartiers comme Maluku, Massina, Limete Kingabwa, le chantier naval de l'Onatra, Kintsuka, Pompage, CPA et d'autres de demeurer des réservoirs du fleuve comme la nature l'a imposé. La commission gouvernementale mise sur pied redoute un risque élevé des maladies hydriques et d'autres épidémies. Elle a annoncé l'assistance du gouvernement pour les ménages des provinces notamment. Dans le passé, comme aujourd'hui, les inondations ont causé des dommages importants aux infrastructures et aux biens personnels. C'est ce qui peut entraîner des pertes économiques considérables. Il faut des solutions urgentes. C'est ce que nous essayons de trouver avec nos amis partenaires de la communauté internationale, mais plus particulièrement avec le gouvernement, qui, je pense, par notre canal, est sensible à ce qui se passe. Nous allons préparer des données budgétaires que nous allons présenter au gouvernement. Peut-être que bientôt une solution sera trouvée. De plus, en s'engouffrant dans les terres, ces débordements détruisent des cultures, mais aussi les écosystèmes qui permettent aux populations de vivre. Les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire des habitants vivant sur les berges sont largement menacés sur l'ensemble du long parcours du fleuve Congo et des rivières. Ceci expliquant cela, en RDC, des pluies diluviennes provoquent des inondations meurtrières. À Kinshasa, les intempéries ont déjà causé d'importants dégâts matériels et submergé jusqu'aux grandes rues du centre de la mégapole d'environ 15 millions d'habitants. Docteur, les experts sont clairs sur cette question. Il faudra un peu comme pour faire des omelettes, casser des œufs. Oui. Au point où nous en sommes, qu'est-ce que ça coûterait à nos politiques de prendre la décision ferme et de refaire notre habitat? Mais ils devaient prendre cette décision ferme parce que c'est pour ça qu'ils sont politiques, c'est pour ça qu'ils sont leaders, c'est pour ça qu'ils sont dirigeants.
Lorsqu'on dirige, c'est aussi pour des décisions comme celle-ci. Naviguer dans le sens contraire du courant. Accepter de prendre des décisions impopulaires qui seront même combattues par le bénéficiaire, mais qui aujourd'hui croirait que c'est à son désavantage. Parce que lorsque l'on dirige, madame, un leader, le leadership consiste aussi à prendre des décisions sur base de ce dont les gens ont besoin et non pas sur base de ce qu'ils demandent. Ici, il faudrait casser les œufs. Ici, il faudrait accepter de l'impopularité. Ici, il faudrait accepter de naviguer contre-courant. Parce que ces drames que nous sommes en train de vivre, certes, nous ne sommes pas le seul pays à le vivre, beaucoup d'autres pays. J'apprenais il n'y a pas longtemps que la Mozambique avait, elle aussi, connu de tels drames naturels. Mais quant à nous, il faudrait savoir que ceci pouvait être résolu, mais en tenant compte de 3-4 facteurs. Premier facteur, c'est d'abord la mise en place d'une très bonne politique de construction, une politique urbanistique, voyez-vous. Madame, parce que la façon dont nous sommes en train de construire, sans tenir compte des règles fondamentales, ceci a fait à ce qu'aujourd'hui, nous ayons ces constructions presque anarchiques et ce sont des vies humaines que nous sommes en train de perdre. Plus de 1400 écoles, comme on l'a dit tantôt, vous imaginez l'impact que cela aura à la fois sur le cycle scolaire de l'année, mais aussi sur les enfants qui sont censés apprendre, sans compter des dégâts matériels. Simplement parce que notre politique en termes de construction ne veut pas tenir compte des règles ou des standards reconnus en international, tout en tenant compte aussi des réalités qui sont géologiques et géographiques. Deuxième fait, c'est aussi dans notre politique environnementale. Ok? Il faudrait savoir, madame, aujourd'hui, quand vous regardez le fleuve Congo, vous regardez nos rivières, vous serez étonné de voir le nombre de bouteilles, le nombre de plastiques que l'on jette. Il faudrait aussi savoir, madame, que cette mauvaise culture, cette mauvaise habitude que nous avons développée, d'être dans une ville où il y a plus de 10 millions d'habitants sans poubelle publique, madame, c'est tout à fait normal que l'on rencontre de tels cas. Il est vrai que la pluie a été abondante, ok, mais il y a possibilité de réduire quand même l'impact ou encore de réduire les conséquences si nous adoptons une très bonne politique, ok, d'ordre environnemental, tout en sachant comment nous devons nous comporter en tant que peuple. Premièrement, je parlais des constructions anarchiques. Deuxièmement, la propreté dans notre ville. Troisièmement, c'est un facteur qui ne dépend pas totalement de nous, c'est le réchauffement climatique. Avec ce réchauffement climatique, il faudrait savoir que le sol est devenu tellement dur et l'imperméabilité fait défaut. Ce qui fait que pendant une semaine, l'on se rend compte que l'eau n'est pas absorbée par le sol. Et cette eau qui n'est pas absorbée, qui stagne, donne naissance à des microbes. Et le quatrième facteur, madame, c'est là où je disais, je pense que le ministère de la Santé est en train de prendre des précautions. Parce qu'après que les eaux vont baisser de niveau dans nos quartiers, on va faire face à des épidémies, ce qui est tout à fait logique. On n'a pas besoin d'être prophète pour prophétiser qu'il y aura des maladies qui vont ravager la ville de Kinshasa à cause de cette eau stagnante que nous avons gardée longtemps, qu'on n'a pas réussi à évacuer parce que le niveau des mers a augmenté de presque 6 mètres. Nous ne sommes pas loin d'atteindre les records de 1967 qui étaient évalués à 6 mètres, de hauteur. Donc, vous comprenez par là, madame, qu'il y a possibilité d'éviter cela. En tout cas, je partage ma compassion à toutes ces familles qui sont victimes, qui aujourd'hui sont obligées de vivre dans des conditions quasi humaines, et j'exhorte le gouvernement à faire diligence, preuve de compassion, mais aussi des responsabilités. Parce qu'il faudrait très vite trouver une solution pour ces concitoyens qui sont en train de, non pas seulement qui n'ont pas de logis, non pas seulement qui n'ont pas d'endroit où partir, mais encore qui demain devront faire face à des maladies. Demain, il faudrait que le ministère, que ce soit l'hôtel de ville de Kinshasa, il faudrait que le ministère de la Santé, et madame, ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, même en Ituri, c'est la même situation. Voyez-vous, à la Mongala, c'est la même situation. Donc, une nation peut rencontrer des situations pareilles. Mais la grandeur de cette nation, on la reconnaît dans les mesures qu'elle prend pour pouvoir réguler face à de telles situations. Docteur Silas Mimile, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie, madame. Et à très bientôt. Merci.
Voilà, messieurs, c'est la fin de ce mag. Retrouvez dès dimanche prochain le Big Steve Mbouyi dans son grand comeback. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Bioane.